très honoré de vous parler de l'histoire de Bangui, ravi d'être devant ce parterre et sa composition. Et effectivement, je vais essayer de vous faire rentrer dans un univers un peu particulier qui est celui de la guerre économique. Alors, cet univers un peu particulier, je vais, disons, déjà le dépeindre par un point qui commence très sérieusement à nous interpeller et qui est l'évolution du monde actuel. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que le monde, contrairement à ce qu'on pouvait croire après la guerre froide, la fin de la guerre froide, ce monde est en train d'évoluer d'une manière qu'on n'imaginait pas. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes devant une situation qu'on pourrait qualifier de particulière, mais je pense qu'on est devant vraiment un changement de paradigme. Quel est ce changement de paradigme? C'est qu'il n'y a plus une économie de marché mondialisée qui s'inscrivait dans une sorte de rouleau compresseur dit de la mondialisation, avec des réglementations appropriées, une organisation mondiale du commerce, quelque chose qui allait dans le sens des affaires, pour faire simple. Aujourd'hui, on a un monde qui est en train d'apparaître sous un angle complètement différent, qui est fragmenté, et où une évidence, qui ne l'était pas auparavant, nous saute aux yeux. Quelle est cette évidence? C'est la réalité de la Chine. La réalité de la Chine, pourquoi? Tout simplement parce que c'est un pays qui, contrairement à ce qu'on imaginait au lendemain de la chute du mur de Berlin, n'est pas devenu cet Eldorado et est même devenu le contraire, c'est-à-dire c'est une puissance économique, politique, qui a réussi à préserver un régime, qui est un régime communiste, en faisant de l'économie de marché son point le plus fort. Alors, parler de régime communiste et d'économie de marché, c'est un peu contradictoire, et pourtant avec la Chine, ça l'est absolument pas. Ce qui veut dire que, comme je l'indique sur cette diapositive, on a différents types de contextes économiques aujourd'hui. Et il est impossible de ne pas les voir. Alors il y a un homme qui secoue un peu le monde dans lequel vous êtes depuis un certain temps, qui est M. Donald Trump, qu'on a un peu trop tendance à considérer comme un homme seul, un peu comme un électron libre du monde occidental. Non, je pense que M. Trump représente à lui seul un changement de cap dans la stratégie des États-Unis d'Amérique, qui avait déjà été amorcé sous la présidence d'Obama. On n'y avait pas tellement accordé d'importance à ces fameux traités transpacifiques ou celui qui allait peut-être sceller l'avenir de l'Europe avec les États-Unis, le traité transatlantique, qui était déjà, pour ne parler que de ces deux traités, un moyen de contenir la Chine ou une tentative de contenir la Chine. Eh bien, M. Trump, lui, représente un courant aux États-Unis qui estime que ces moyens-là étaient insuffisants. Et la politique de Trump et de ses soutiens, car Trump n'est pas seul, ce serait une erreur de croire qu'il est seul, c'est d'essayer à tout prix de stopper le rouleau compresseur chinois avec ce qu'il a en magasin, disons, notamment ce fameux Manufacturing China 2025, et ce que ça implique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a les États-Unis en pleine mutation, on a la Chine qui est un pays particulier, une puissance particulière, mais on a aussi d'autres pays, vous le savez très bien, car si je commence à les lister, la Russie, l'Iran, l'Inde, etc., ça fait beaucoup de monde, et si je commence à les représenter sur une carte du monde, il est difficile de continuer à croire qu'on est dans un village planétaire. Donc les entreprises que vous représentez dans tout ça, est-ce qu'elles sont non concernées par le problème ? Est-ce que finalement ce que je viens de vous dire c'est un épiphénomène? Non, je ne crois pas. Ce n'est pas un épiphénomène. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui, aussi petites soient-elles, risquent dans cette évolution d'hétérogénéité, dans cette révolution même
parce qu'on peut dire que c'est une révolution, plusieurs économies et non pas une seule, il va falloir qu'elles s'adaptent. Et un des messages que je tiens à passer ce soir, qui est un message sur lequel on travaille depuis longtemps et qui est un message très difficile à faire passer auprès des entreprises, c'est qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, même dirigeant de quelques individus, est obligé de penser son management d'information. C'est-à-dire comment développer une activité qui ne peut pas être limitée au court terme, qui va devoir aller vers le moyen et le long terme, pour une raison d'ailleurs assez simple, qui est cette petite phrase, à savoir que les États n'ont plus les moyens d'aider leurs entreprises sur un sujet majeur qui est la sécurité économique. Bien sûr, ils prennent des mesures, ils essaient tant bien que mal de suivre un certain nombre de dossiers. Et si je prends le cas de la France, ne nous méprenons pas, la plupart des entreprises françaises doivent se débrouiller seules dans le domaine de la guerre économique. Alors, c'est un problème. C'est un problème parce qu'on voit bien quand même que nous avons des messages forts qui sont passés sur l'évolution du PIB mondial, sur l'évolution de l'activité des entreprises occidentales, sur le fait que les entreprises occidentales vont subir ce choc de l'adaptation à un nouveau monde. Et l'adaptation de ce nouveau monde, c'est des pratiques qui ne sont pas simplement des nuances, qui ne sont pas simplement des logiques de prix, des logiques de catégorie de produits, etc. C'est vraiment un choc où le journal Les Échos, il y a quelques mois en France, disait on ne comprend pas pourquoi les Chinois nationalisent leurs entreprises. Mais elles ont toujours été nationalisées. Et c'est troublant que dans un journal dit économique, on fasse un tel constat, c'est-à-dire qu'on ne se rende pas compte que la Chine communiste ne voulait pas suivre le destin de l'Union soviétique et qu'elle a eu l'intelligence d'utiliser cette main tendue durant la guerre froide où les Occidentaux pensaient diviser le monde communiste en jouant sur justement l'opposition entre la Chine et l'Union soviétique, et en l'utilisant, cette main tendue, pour aller vers une stratégie particulièrement subtile pour capter l'énergie occidentale et s'en servir avec beaucoup de succès. Donc, lorsqu'on voit l'étude de cette fameuse Harvard Business Review, il y a un des éléments qui est important, et sur lequel je veux justement attirer votre attention ce soir, c'est que les chefs d'entreprise, le monde privé, qui est un peu laissé à lui-même, il va falloir qu'il accorde plus d'attention à ces phénomènes. Chacun à son niveau, bien entendu, dans son domaine, mais c'est quelque chose de capital. Alors justement, à ce propos, je vais m'appuyer sur une étude qu'on a faite en 2018 pour essayer de vous montrer un peu comment évolue ce champ des menaces et surtout l'enjeu de l'information, ce que ça représente aujourd'hui dans une activité économique, d'entreprise. Alors ce genre d'études, il y en a très peu. Et il y en a très peu pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on parle de guerre économique, c'est-à-dire de rapport de force, et de rapports de force qui ne portent pas sur des différences de prix, de produits, de concurrence, mais de rapports de force beaucoup plus larges, c'est un milieu totalement opaque. Il y a une omerta. C'est très compliqué de réaliser des études de cas, comme on le fait dans n'importe quelle école de commerce, pour montrer comment fonctionne tel ou tel aspect du management, du marketing, etc. Dans le domaine des rapports de force, il y a un silence très important, et nous sommes, je pense, une des rares structures dans le monde à avoir une banque d'études de cas sur ces questions-là. Et c'est ce qui nous a permis de travailler sur l'étude dont je viens de vous parler, qui ne prétend pas être exhaustive, bien sûr, qui est un élément, un premier élément d'appréciation. Alors, cet élément d'appréciation, on l'a construit à partir de notre base de connaissances, donc 21 ans d'observation de ces phénomènes, et de ce que la Direction générale de la sécurité intérieure en France,
qui a une sous-direction qui s'occupe de ces questions, publie dans ses notes d'alerte vers les entreprises. On a travaillé à partir de ces deux sources. Ce qui nous a amené à essayer de comprendre un peu la sociologie des secteurs attaqués et de commencer à essayer de cerner la proportion de ces secteurs, dans quel domaine. Et vous voyez que c'est... même si j'insiste sur le fait que la valeur scientifique est limitée au champ d'expérimentation réduit que nous avons, il est quand même intéressant de noter la proportion sur les attaques et quels sont ces secteurs. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance, lorsqu'on parle de ces questions de guerre économique, à se focaliser sur les intérêts stratégiques. Et les intérêts stratégiques, je ne vais pas reprendre la définition de l'Union européenne, mais les intérêts stratégiques, ce n'est pas simplement, bien entendu, les industries de défense, hein, c'est des champs beaucoup plus larges. Mais c'est vrai que quand on voit l'industrie agroalimentaire, par exemple, qui n'entre pas dans le spectre que l'Union européenne estime être un intérêt stratégique, on voit que dans l'industrie agroalimentaire, il y a aujourd'hui une activité de plus en plus forte dans les logiques d'attaque. Moi, dans mes activités de conseil, c'est un de mes centres d'intérêt, c'est que beaucoup d'entreprises, aussi bien dans le monde agricole que dans le monde agroalimentaire, subissent aujourd'hui des attaques fortes qui ne sont pas simplement liées à telle volonté de concurrence déloyale, etc., venant de telle ou telle entreprise adverse. Il y a aujourd'hui des secteurs qui sont attaqués soit dans des logiques de puissance, appelons un chat, donc on est au-delà même du cadre de l'entreprise, soit dans des logiques de concurrence déguisée. Vous vous doutez bien qu'une entreprise qui veut déstabiliser un secteur ne va pas afficher haut et fort sa volonté. Par exemple, un dossier sur lequel nous travaillons en ce moment, qui est la spéculation financière sur les futurs substituts de la viande, donc il y a un domaine économique en train d'apparaître. Nous menons une enquête assez approfondie pour voir si ce nouveau secteur, qui est un secteur tout à fait pertinent, n'est pas corrélé parfois, dans certains cas, à des logiques de déstabilisation informationnelle du secteur actuel de la viande. Et quelle forme cela peut-il prendre? Quel lien avec tel acteur de la société civile? Quel type de financement déguisé? Par quel type de montage telle somme d'argent va vers un acteur de la société civile pour déstabiliser par voie médiatique ou par voie sociétale un industriel de la viande, etc. Donc on est très vigilant sur ces questions-là pour la raison suivante, c'est que il est particulièrement difficile aujourd'hui de tracer ce type d'attaque. C'est-à-dire qu'il est facile pour un acteur X de s'attaquer à un acteur Y par le biais de l'information, en passant par la société civile, sans qu'on puisse identifier, bien entendu au départ, la nature de l'attaquant. Et pourquoi c'est facile? Parce que il est très compliqué de s'adresser à un service de police pour dire j'ai le soupçon d'être victime d'une attaque informationnelle, parce que diligenter une attaque policière, une enquête policière, pour voir s'il y a réellement une orchestration nuisible contre vous, si vous n'avez pas d'éléments de preuve, si vous n'avez pas de témoins qui vont servir de pièces justificatives pour lancer une enquête, pour qu'elle aboutisse en justice, c'est pratiquement impossible. Donc on a, si vous voulez, un problème, c'est que dans ces logiques d'attaque, les gouvernements focalisent leurs forces sur des domaines très précis, très limités en fait, et le reste, eh bien finalement, que ce soit la police ou la justice, ils n'ont pas les moyens financiers, les moyens humains pour les traiter. Donc ça, c'est un vrai problème. Lorsqu'on voit la nature des attaquants, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que la société civile représente une part croissante dans les acteurs qui sont sur le pont, comme on dit vulgairement, c'est-à-dire qui sont à l'action pour déstabiliser les entreprises.
Et c'est de plus en plus systématique. Alors pourquoi? Pour une raison assez évidente. La société civile, on n'est pas jugé partie, on est un citoyen comme les autres, on décide de prendre la parole, on décide de porter une critique contre tel ou tel acteur, et on a toute légitimité pour le faire parce que on va dire que je défends une cause face à une injustice. Donc je suis en quelque sorte une parole juste face à quelqu'un qui nuit à la société. Et cette posture, elle est relativement facile à tenir, et on voit beaucoup de gens aujourd'hui qui s'automissionnent pour tenir une posture de ce type. Et le problème, c'est qu'il va falloir faire le tri, car quand on travaille sur ces questions-là, on voit qu'il y a des gens tout à fait honnêtes, tout à fait sincères, qui dénoncent des injustices tout à fait pertinentes. Et puis il y en a d'autres qui sont plutôt dans des logiques de recherche de rente de situation, c'est-à-dire qui vivent de dénonciation d'injustice, sans pour autant qu'elle soit toujours pertinente. Donc ça pose un problème, c'est-à-dire qu'on voit apparaître une économie de la dénonciation informationnelle dans la société civile, et derrière, c'est des activités, c'est parfois des économies un peu opaques, c'est-à-dire que les liens ne sont pas toujours faciles à reconstituer. Et puis il y a une troisième catégorie où là, il y a vraiment des logiques de manipulation, et ces logiques de manipulation, elles sont, bien entendu, théoriquement totalement illégales, tout à fait contraires à l'esprit de la libre concurrence et de l'entreprise, mais elles existent. Donc on a un vrai problème. Ce qui est vrai aussi, c'est que vous voyez que la proportion d'attaques menées par des puissances est quand même très forte. Et j'insiste, je ne pense pas simplement, encore une fois, aux industries stratégiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on travaille sur les secteurs concernés, si je prends par exemple l'industrie pharmaceutique, qui est quand même pas n'importe quel secteur, il a déjà été détecté dans ce domaine-là des attaques qui n'étaient pas simplement des problèmes de concurrence déloyale. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux énormes. Il y a des enjeux énormes dans l'évolution même du rapport de l'industrie pharmaceutique, entre guillemets, à la santé publique, l'évolution des marchés, la captation de clientèle, et tout ça mérite d'être regardé avec beaucoup d'attention pour savoir qui fait quoi, comment, qui joue le jeu, qui ne le joue pas, qui est en situation de sortir du cadre légal et pourquoi. Donc on a, si vous voulez, ces notions d'effet de masse, qui est sur le pont pour attaquer et quelle cause défend-il. Lorsqu'on essaie de voir les motivations des attaquants, on a pu, disons, par cette étude, se rendre compte de deux choses. La première, c'est que bien entendu, il y a un enjeu très important qui est l'enjeu du marché. Et cet enjeu du marché représente quand même une des raisons d'être d'une très forte proportion d'attaques. Et puis bien entendu, il y a l'enjeu financier. Donc on est sur ces deux paramètres-là. Mais je note quand même que lorsqu'on les prend une par une, les attaques recensées, lorsqu'on les étudie, on découvre une petite chose, c'est que apparaît de plus en plus la notion de débauchage des compétences. Dans le domaine des PME en France, lorsqu'on travaille sur les petites et moyennes entreprises, voire même les très petites, on voit que la cible sur le débauchage des compétences est très très importante et très récurrente. Et là, il y a un problème, c'est-à-dire que je me souviens avoir eu comme client un PDG d'une PME qui faisait 40 salariés. 2 de ces cadres venaient de quitter l'entreprise et avaient emporté avec eux 30% du chiffre d'affaires, dans une démarche de concurrence totalement déloyale. Le problème du PDG, c'était que dois-je faire? Donc bien évidemment, sa première réaction tout à fait naturelle, c'est quels sont les ressorts légaux, et très vite, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, la durée du temps judiciaire étant importante, l'entreprise était ni plus ni moins menacée de disparition. Donc comment réagir? Et la réaction n'a pu se faire que sur une contre-attaque informationnelle par rapport à l'attaque elle-même et à ceux qui en étaient à l'origine. Donc on est bien, si vous voulez, sur un problème de plus en plus croissant
sur ce que j'appelle le rôle de la communication, et pas la communication classique, la communication d'influence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, quand on voit une entreprise, quelle que soit sa taille, qui subit une attaque, on se rend compte que de plus en plus, l'attaquant cherche avant tout à s'attaquer à la notoriété de l'entreprise, s'attaquer à son image, s'attaquer à son champ relationnel, et essaie de jouer sur tout ce qui peut facilement, là je parle de l'attaquant, l'aider à l'affaiblir tel ou tel concurrent. J'ai bien dit tout ce qui peut facilement l'aider à affaiblir tel ou tel concurrent. Alors c'est vrai que par rapport à ce type de menace, on peut se dire, mais quelle est la parade? C'est-à-dire que c'est tellement facile d'attaquer comme ça, avec de la mauvaise foi, avec, je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut faire, grâce à la société de l'information, grâce aux réseaux sociaux, ou même simplement avec des moyens archi-rudimentaires. Archi-rudimentaires. C'est-à-dire que nous continuons à détecter des attaques basiques hors Internet qui utilisent ces moyens archi-rudimentaires. Je prends un exemple d'actualité, on peut dire. Vous savez qu'en France, on essaie de développer une technologie qui s'appelle le compteur Linky. Bon. Et aujourd'hui, il y a une révolte d'un certain nombre d'élus locaux qui décident de partir en guerre contre l'installation de ce compteur, en mettant en avant un certain nombre de sujets qui vont du problème du rayonnement des ondes du compteur jusqu'à la captation d'informations privées et son utilisation dans des logiques qui vont au-delà de la vérification du débit de tel particulier par rapport à sa consommation d'électricité. Sur ce type de sujet, il est très intéressant de voir qui était la manœuvre, pourquoi, et il est très intéressant de découvrir que la déstabilisation, elle peut simplement partir d'une séance organisée par une municipalité où des représentants de telle entreprise qui installe le compteur se retrouvent brutalement agressés verbalement par telle personne sur tel sujet, tel problème posé par l'installation du compteur. Et on note quand même que à partir du moment où en face, il est très difficile de donner une réponse, de justifier de sa bonne foi, d'expliquer que telle technologie n'a pas telle conséquence, celui qui attaque, la plupart du temps, c'est celui qui, finalement, dénonce quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors que dans la petite phrase « quelque chose ne fonctionne pas », rien n'est démontré que ça ne fonctionne pas. Rien n'est démontré qu'il y ait une fuite informationnelle, une utilisation qui est contraire à la défense de la propriété des données personnelles, etc., etc. Donc on a un vrai souci. Ce que je veux dire simplement par là, c'est qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, celui qui attaque a un avantage déterminant. Pourquoi? Parce qu'il lève la main et il dit « il y a un problème ». Et qu'en face, l'entrepreneur doit se justifier. Et la question, c'est quels sont les moyens pour se justifier. Et c'est là que commence le vrai problème, c'est le décalage qui est en train d'apparaître aujourd'hui entre des entreprises qui jusqu'à présent finalement étaient considérées comme le fort dans l'état d'esprit général et des citoyens qui prennent la parole, qui peuvent, je le répète, avoir raison, mais qui peuvent aussi ne pas avoir raison, et qui peuvent monter en puissance des problématiques qui s'avèrent finalement infondées. Comment évaluer l'évolution de cette menace? Ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est que cette menace, elle est croissante. Ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est que, et on en reparlera sûrement dans le débat, la place des médias est déterminante. Or, les médias, qu'est-ce qui les intéresse? C'est d'abord de sortir une information. Et l'information, ce n'est pas tellement une entreprise qui va dire voilà, j'ai fait un nouveau produit, voilà son intérêt, le passage du compteur bleu au compteur Linky, voilà la grande révolution technologique, voilà les avantages économiques
etc., que ça représente. Non, l'information, c'est un maire, un élu ou d'autres protestent en disant il y a un problème. Donc il y a un jeu qui est quand même très particulier dans le fonctionnement des médias, c'est que l'information la plus facile à capter, c'est celle du protestataire et non pas celui qui va expliquer qu'il y a une avancée. Donc on a un problème, et on a un problème qui est en train de s'élargir. Pourquoi? Parce que vous savez très bien qu'on est dans un cadre de régulation. C'est pas un hasard si on a inventé la responsabilité sociale des entreprises, si on parle de compliance, etc. C'est-à-dire qu'on essaie de maîtriser l'économie, et plus on essaie de la maîtriser, plus bien entendu l'entreprise doit faire état d'un comportement valable, responsable, pertinent, qui ne cherche pas à contourner les règles. Alors si on prend les conséquences, elles sont quand même importantes, puisqu'il y a, bien entendu, on l'imagine, les pertes financières, mais il y a tout un tas de déclinaisons de problèmes liés à ces attaques. Et aujourd'hui, quand on parle de management de l'information, et lorsqu'on essaie justement d'aider des entreprises à faire face à ce genre de situation, la première chose qui nous importe, c'est d'arriver à convaincre un chef d'entreprise que ça a un sens de réagir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va gagner dans l'opération? Donc, qu'est-ce qu'il peut perdre? Et on a, même s'il est toujours très difficile de chiffrer les pertes, on a quand même, aujourd'hui, beaucoup d'exemples qui montrent combien ça coûte. Et combien ça coûte dans les logiques de perte. Donc, on a atteint un certain niveau de compréhension pour passer au management de l'information. Là, je vous ai mis rapidement quelques éléments qui me semblent évidents, mais qui ne le sont pas en fait, en réalité. Recenser les situations où les entreprises ont eu à subir des dommages, cartographier la nature des faits déclencheurs pour repérer ceux qui sont consécutifs d'une action volontaire, repérer les moyens utilisés pour mener l'attaque, imaginer les scénarios possibles de réaction. Tout ça, ça a l'air d'être de la langue de bois, ça l'est pas du tout. Ça l'est pas du tout dans le sens où aujourd'hui, en fait, on note qu'il y a 3 catégories d'entreprises. Il y a les entreprises proactives. Les entreprises proactives, ça veut dire quoi? Quelle que soit leur taille, hein, parce que je pense beaucoup aux startups aussi. C'est celles qui sont conscientes qu'elles peuvent perdre quelque chose. Soit leur raison d'être, soit leur innovation, soit leur positionnement futur sur le marché, etc., etc. Le simple fait d'en être conscient débouche sur ce que j'appelle une culture de la lucidité et du bon sens. Ça veut dire pas des investissements démesurés, ça veut dire que le chef d'entreprise d'une petite entité, au lieu de dire, comme je l'ai entendu dire pendant 30-35 ans, je n'ai pas le temps, aujourd'hui il a le temps. Il a le temps parce qu'il a enfin accordé de la valeur à cette réalité. Et ça veut dire que dans sa manière d'administrer les choses, il va trouver des solutions pertinentes à la hauteur de ses moyens. Hein, il y a un an, j'intervenais à Genève et j'ai eu cette très bonne surprise de voir dans la partie débat un patron d'une 40aine de salariés suisses, et ça c'est exceptionnel, ça n'arrive quasiment jamais, qui a pris la parole pour dire comment il était proactif pour développer son entreprise sur des logiques de ce type. Et chose très intéressante, sans se mettre en porte-à-faux avec la loi ou se mettre en difficulté, il a expliqué à la salle comment il était offensif, par des méthodes très simples. D'abord, il a expliqué que ça part d'une relation de confiance avec 2 autres personnes qui étaient ses 2 associés directs. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout seul pour gérer le management d'information. Ensuite, il a pris finalement le chemin des solutions peu coûteuses à sa portée, mais qui lui rapportent quelque chose. C'est-à-dire il nous expliquait qu'il, face à ses concurrents, il n'avait pas du tout les moyens d'investir l'équivalent. Donc il fallait qu'il trouve des chemins de traverse pour aller chercher l'information. Cet homme-là, avec ses 2 associés, ils ont compris que, par exemple, des étudiants en doctorat étaient mobilisables pour
aller chercher de l'information très pratico-pratique et identifier déjà des pistes de recherche que la concurrence avait et pouvait, in fine, mettre sur le marché en termes de produits et porter une atteinte directe à l'activité de l'entreprise à l'origine de cette démarche. Donc il a, comme ça, trouvé un certain nombre de procédés très peu coûteux, archi-basiques, mais qui relèvent d'un management de l'information quasi permanent. C'est-à-dire, c'est pas « Ah tiens, j'ai un coup de chance, je connais un étudiant doctorant, je peux le missionner sur ça, sans tout lui dire, bien sûr, etc. » Et puis après, on passe à autre chose. Non, c'était un travail intégré dans son pilotage d'entreprise. Et ça, le fait qu'il en ait parlé en public, pour moi, c'était un témoignage très important parce que ça veut dire qu'il décomplexe les gens. Ça veut dire qu'il montre qu'être proactif, ça ne veut pas dire passer du côté obscur, mais ça veut dire comprendre que il faut aller chercher l'information. Et comment va-t-on chercher l'information? Par des moyens légaux ou par des moyens astucieux? Ça, c'est un point très important. Donc, lorsqu'on est sur ce fameux management de l'information et qu'on entre dans des dimensions d'entreprise déjà un peu plus fortes, on voit apparaître, pas simplement des checklists, mais on voit apparaître une manière de structurer l'information, une manière de bien sentir sa rentabilité et de comprendre finalement qu'est-ce qui rapporte le plus. Or, aujourd'hui, là je vous ai mis une liste qui n'a que comme valeur d'indiquer ce que font les petites mains dans le management de l'information, dans un système de veille, etc. Mais aujourd'hui, les entreprises les plus proactives, celles qui veulent gagner des marchés et de l'argent en manageant leur information, ce sont les entreprises qui produisent de la connaissance et qui produisent de la connaissance pour mieux occuper le terrain que leurs concurrents. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce jargon? Ça veut tout simplement dire comprendre que produire de la connaissance, c'est montrer quelque chose. Quand on compare les techniques anglo-saxonnes et en particulier américaines sur ce terrain-là et ce qui se passe en Europe, la grande avance des Américains, c'est qu'ils ont compris qu'il faut occuper le terrain très très tôt, dès le début d'une invention. En Europe, demander de faire ça à une entreprise, la plupart du temps, c'est de dire « mais je vais montrer ce que je fais, donc je vais le perdre ». Donc c'est tout de suite le blocage. Non, je ne veux pas produire de la connaissance sur le plus en amont possible de ce que je fais. Là, il y a déjà un problème. Et pourquoi? Parce que aux États-Unis, on a compris que la production de connaissances, ça peut devenir un marché. En préparant cette séance tout à l'heure, je citais un exemple qui pour moi est un cas absolument monumental de réussite, c'est l'action de la Fondation Rockefeller sur les 100 villes résilientes au niveau mondial. Fondation Rockefeller qui dit voilà, la résilience c'est un thème important, comment résister aux crises, comment les dépasser, etc., etc. Donc je vais créer un réseau mondial, j'investis, je crée un site internet, donc j'investis, d'accord? J'ai des gens à plein temps qui travaillent sur le sujet et eh bien, je vais faire la sélection des candidats, donc Paris par exemple, je prends Paris, et je vais même aller loin puisque je vais donner de l'argent à la ville de Paris pour mieux s'organiser sur ce sujet-là, une fois qu'elle a été choisie, etc. Là où c'est très malin, c'est que on crée un site, appelons ça un très beau pot de miel, on fait circuler l'information, on fait venir à soi l'information, on gère le débat, on gère les pistes de débat. Vous avez fait une très belle opération comme ça en Suisse qui s'appelle Davos, donc vous n'êtes pas tout à fait ignorant dans l'art de mener ce genre d'opération. Mais là, on revient à Rockefeller, derrière la résilience, il y a de l'innovation technologique, il y a des solutions, il y a de l'expertise, il y a de l'orientation, et si je tiens le réseau,
c'est moi qui oriente vers l'expertise. Donc c'est moi qui, d'une certaine manière, canalise les logiques business à venir et qui maintient les flux d'échange d'informations dans des directions peut-être que je souhaite privilégier. Dans le domaine de l'intelligence économique, ça fait à peu près une quarantaine d'années qu'on travaille sur des sujets comme ça. On appelle ça des opérations de social learning, qui sont tout à fait légales, qui sont très astucieuses. Elles ne sont jamais présentées comme des opérations offensives. Elles sont toujours présentées comme des opérations qui rendent service à l'autre et qui s'inscrivent plutôt dans l'amélioration du fonctionnement de l'humanité. Et vous avez ça, pas simplement dans la résilience. Si on commence à travailler sur des logiques plus larges, on va travailler sur l'environnement, on va travailler sur différents sujets du même type. Donc, ça m'amène à quelque chose qui encore irrite beaucoup, qui est, mais si on parle d'information, comment on va rentrer dans le monde de l'open data? Comment on va y voir clair? Comment on va essayer de ne pas se noyer devant cet immense océan de données, en considérant ça que plus on repousse la contrainte, mieux on se porte. Je vois très bien en France, au sein des entreprises, l'apparition du RGPD, de toute la directive européenne sur la protection des données, sur l'imposition à les entreprises de nommer une personne responsable, le fameux DPO, etc. Et on ne sait même pas qui choisir, un juriste, un directeur de système d'information, un responsable de sécurité de système d'information, quelqu'un peut-être de la sûreté. Bon, on est encore dans, je dirais, dans le no man's land, mais derrière ça, il y a tout un système qui se met en place. Donc, c'est un vrai défi. Et pour essayer d'y comprendre quelque chose, l'union fait la force. Donc le dialogue fait la force. Ce qui veut dire qu'il faut se rappeler quand même d'une petite chose qui nous est un petit peu passée devant les yeux comme ça dans les années 90, c'est que, oui, il y a des pays qui ont compris que la société de l'information, c'était un enjeu marchand primordial. Les États-Unis, par exemple, ils ont été très clairs, en second mandat Clinton, on veut être on veut avoir le leadership mondial sur le marché de l'information. C'est du business, c'est de l'argent, c'est de la rentabilité, etc. Et bien entendu, aujourd'hui, quand certaines personnes s'étonnent d'une position qui est étrangement quasi monopolistique, les fameux GAFA, je crois qu'il y a quand même un lien entre cette position quasi monopolistique et ce qui a été déclaré dans les années 90 sous le second mandat Clinton. Encore faut-il l'établir, essayer de comprendre pourquoi, comment, etc. Donc on a un vrai problème en Europe, c'est je crois qu'on a du mal à comprendre que la suprématie informationnelle, c'est un enjeu marchand. C'est pas simplement la protection des données du citoyen, c'est pas simplement la protection de la vie privée, comme deux expressions qui sont au cœur des débats aujourd'hui. Non. Qu'est-ce que c'est en termes de business? Qui gagne de l'argent derrière? Alors vous avez bien compris que si les Chinois font leur propre GAFA, eux ils ont compris ce que ça voulait dire, la suprématie informationnelle. Regardez toutes les concessions qu'une firme comme Apple doit faire à la Chine, concessions qu'elle ne fait à aucun autre pays du monde, parce que justement il y a un enjeu marchand énorme. Il y a avant l'affaire Snowden, donc avant l'affaire Snowden, quand on parlait de ça, on passait pour un gentil rêveur, un peu paranoïaque. Et puis, on a vu passer ce genre de choses sur le net. Et puis, il y a l'après Snowden. Et l'après Snowden, même si il faut souvent rappeler qu'il y a cet après Snowden, mais cette suprématie informationnelle, concrètement parlant, ça veut dire quoi? Et ça se rapporte à quoi? Et là, effectivement, un pays comme le vôtre n'est pas du tout, même si parfois il y a des gens qui toussent un peu, naïf et, je dirais, absent du débat. Je pense que la Suisse, il faut lui reconnaître cette grande qualité. Elle a une culture de la discrétion et pas simplement liée au monde bancaire. Et elle a subi un certain nombre d'épreuves, comme vous le savez, notamment dans le domaine bancaire, et pas propre à ce qui s'est passé à l'intérieur des frontières de la Suisse. Et elle a compris
je pense, qu'il y avait un enjeu majeur, et elle est en discussion avec l'Europe pour essayer de ne pas se faire affaiblir d'une certaine manière dans ses relations avec l'entité européenne. Donc c'est un pays qui n'est pas en retard. Et moi je le vois, je suis intervenu et on m'a demandé de le faire dans des réseaux d'experts, notamment dans un canton suisse où j'ai eu la très bonne surprise de voir des gens travaillant dans des PME, se parlant, échangeant de l'information, travaillant ensemble, alors que faire les mêmes réseaux d'experts en France sur le sujet, c'est excessivement compliqué. La fluidité au niveau d'un canton en Suisse, c'est beaucoup moins compliqué. Ce qui veut dire que lorsqu'on est dans la société de l'information, le deuxième message lourd que je veux vraiment que vous intégriez peut-être ce soir, c'est que la peur, la menace, c'est pas de se faire piller, ça existe toujours, mais surtout, c'est de ne pas comprendre qu'aujourd'hui, celui qui veut gagner de l'argent et prendre des marchés, c'est celui qui sait donner. Hein. N'oubliez pas, je ne vais pas vous refaire le business model de Google, hein, je crois que c'est une très très belle explication de ce schéma-là. Ce qui veut dire que dans les quelques minutes qui me restent, et avant de répondre aux questions, je vais revenir sur cette notion de bon sens. Le bon sens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la sécurité de l'information, c'est avoir une approche lucide de sa réalité, de business, en fonction de ce qu'on est. Et on peut être tout petit, être victime de cette fameuse arnaque au président et diriger un terrain de camping, comme j'ai pu le constater en ayant une rencontre avec 15 petits dirigeants de PME à Saint-Nazaire, et sur les 15, il y en avait 7 qui avaient été victimes d'une arnaque au président. C'est quand même assez étonnant. Et dans des activités, mais archi basiques. C'est-à-dire que là, on n'est pas du tout même dans une PME de plusieurs dizaines de personnes. Et là, effectivement, on voit bien que c'est quelque chose qui dérange pour plein de raisons. Parce qu'on y reviendra peut-être dans les questions, mais c'est un champ à part entière. Donc la sécurité de l'information, c'est déjà une lucidité. Et le bon sens, c'est quoi? C'est de comprendre que quand on s'informe un tout petit peu, ce qu'ont fait les 15 personnes ce jour-là, ils ont compris que s'ils avaient appliqué 2-3 règles élémentaires, ils n'auraient pas été victimes de l'arnaque. Tout simplement. 2-3 petits principes à suivre. Parce que ce n'est pas des grosses intrusions informatiques, c'est des failles basiques auxquelles on ne pense pas. Ensuite, si on est sur un terrain conflictuel et concurrentiel plus répétitif, il est quand même important de savoir quelle est la stratégie informationnelle des adversaires. En ont-ils une et laquelle? Et pourquoi? Alors là, on reviendra peut-être dans les questions. Il y a des grands enjeux, mais il y a aussi des petits enjeux. Et si oui, lesquels? Je ne reviendrai pas sur ça, j'ai assez insisté. La question de la société civile, pour moi, elle est vitale. Arrêtons de croire qu'un citoyen a raison dans tous les cas de figure. Il peut avoir raison, et bravo. Et là, il sert la société. Mais il peut aussi avoir tort, et il peut aussi être instrumentalisé, et il peut aussi être un élément de manipulation tout à fait conscient. Donc il faut savoir faire le tri, et ce n'est pas simple. Juste un petit parallèle avec ce que je viens de dire. Quand on a travaillé sur le domaine de la contestation sur les ondes, c'est-à-dire les fameuses antennes relais, on a simplement identifié qu'une consultante était à l'origine d'un rapport et qu'elle vendait, cette femme, des produits contre les ondes. Donc elle était juge et partie. Et quand son étude est sortie, tant qu'il n'y a pas eu toute la démonstration pour montrer qu'elle était juge et partie, dans les procès qui ont eu lieu en France, la justice s'appuyait sur ce rapport pour pénaliser les opérateurs téléphoniques. Et comme chez les opérateurs téléphoniques, eh bien, à l'époque, on faisait des marges à 2 chiffres et les indemnisations étaient tellement peu importantes par rapport aux logiques de rentabilité financière, bah, finalement, ils ne cherchaient même pas, par la direction juridique et l'articulation entre la direction juridique et la direction financière, à faire ce travail basique pour savoir si quelque part, il n'y avait quand même pas un problème dans l'attaque et s'il n'y avait pas une attaque où l'attaquant était jugé partie et qu'on pouvait en faire état devant un juge. Donc, on est bien, si vous voulez, devant des situations où, aujourd'hui, et je conclurai mon propos sur ce schéma-là,
on est dans un rapport de force informationnel où le fort n'est plus forcément le fort. Et le faible peut devenir très puissant, je le répète à juste titre, par moment, mais pas toujours. Et là, on est vraiment devant des schémas qui sont très réalistes. Je peux vous dire que je pourrais mettre beaucoup d'études de cas derrière cette diapositive et expliquer que nous sommes devant une situation compliquée et pas simple. Avec derrière les problèmes de légitimation du rôle, de la parole, des acteurs et les fragilisations qui en découlent. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans la partie un peu laborieuse pour essayer de couvrir le champ. Et maintenant, je crois, pas la parole avec notre journaliste et le dialogue qui peut en découler. Merci. Merci mille fois. Merci mille fois. On peut l'applaudir. Vraiment.